Avant-dernière présentation, nous arrivons quasiment à la fin, avec cette fois la protection des données à caractère personnel de manière efficace et efficiente. Ramzi Khiyari, directeur des opérations, cofondateur de Keystone et consultant senior en auditeur SSI, et Amin Rached, directeur MSS Keystone, expert en cybersécurité. Un duo pour cette dernière présentation. La parole est donnée en premier à Ramzi Khiyari. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présence et merci pour le comité d'organisation de nous avoir donné l'opportunité de parler un peu d'un sujet qui est un sujet d'actualité en Algérie, qui est la protection des données à caractère personnel. Mais cette fois-ci, on va essayer donc d'adopter une démarche qui va nous permettre d'implémenter tout ça de manière efficace et efficiente. Donc, vous êtes au courant tous de la loi 1807. Okay. Donc, en fait, nous étions contactés par pas mal de clients. Donc, ils ont beaucoup de questions, ils ont beaucoup de problématiques par rapport à l'implémentation de cette loi-là. Comment on va implémenter donc cette loi donc, au niveau de nos organisations. Par la suite, donc, on va présenter bien sûr un exemple de problématique et un exemple de questions liées à l'implémentation de cette loi. Mais aussi, on va parler un peu donc, comment lire et comprendre de manière objective les différents articles de cette loi. Par la suite, donc, on va présenter un peu quelle démarche suivre pour la mise en conformité de cette loi-là. Et finalement, comment donc, mettre en place les process de sécurité opérationnelle au service de la protection des données personnelles. Parmi les questions que nous avons reçues donc, de la part de pas mal de clients, c'est par où on doit commencer. Surtout, à ne pas oublier que la MPDP a déjà exigé un délai, qui est le 31 août, fin août, pour mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour démontrer qu'on est conforme à cette loi. Okay? Donc, les questions qui sont posées aussi, est-ce qu'on doit commencer à implémenter les solutions techniques nécessaires? Est-ce qu'on doit commencer par apprécier les risques liés à la protection de données personnelles? Est-ce qu'il y a des modifications à faire au niveau des process qui existent déjà? Dans quelle démarche adopter? Autre chose, est-ce qu'on doit nommer un DPO ou bien un délégué de protection des données personnelles? Est-ce que cette fonction pourrait être intégrée donc, avec la fonction RSSI, ou bien ça doit être un responsable conformité ou un responsable juridique? En cas de violation des données personnelles, fuite de données par exemple sur Dark Web, qui est responsable? Est-ce que le responsable du traitement, ou bien le sous-traitant, puisque donc son système ou bien ses composants du système d'information sont touchés par des vulnérabilités qui ont permis à un pirate d'attaquer le système et finalement de divulguer de manière non autorisée les données. Donc ça, c'est disons, un échantillon des questions donc, qui sont posées par la plupart des clients. Je rappelle que chaque organisation dispose donc d'un cadre d'exigence, okay? Et donc il y a une classification en fait des exigences. Et au sommet du pyramide, on trouve les exigences légales et réglementaires. Okay? On ajoute avec ça les exigences contractuelles, et en particulier donc, les exigences qui nous lient avec les sous-traitants
qui traitent nos données personnelles. OK? Mais à ne pas oublier aussi ces normes, ces lois et règlements. Donc, il nous dit quoi faire, mais pas le comment. C'est pour cette raison qu'on doit se rapprocher des normes et des standards, OK, qui vont nous aider à mettre en place, ou bien donc mettre les mécanismes nécessaires pour être conforme aux différentes lois et règlements. Donc, toujours, on a les lois et les règlements au sommet du pyramide, et par la suite, les contrats, tout ce qui est exigences contractuelles, et en bas, nous avons toutes les normes, tous les standards, toutes les politiques internes qui vont nous aider donc, à se conformer aux lois et règlements. Et bien sûr, toutes les politiques et les procédures donc, devraient être conformes aux lois et règlements, et non pas l'inverse. OK? Maintenant, si on veut lire de manière objective et comprendre de manière objective un des articles, par exemple, l'article 33. Donc, il y a des mots-clés dans cet article. Donc, quels sont ces mots-clés? Donc, la MPDP nous dit quoi? Nous dit qu'il faut mettre en place les mesures techniques et organisationnelles. Pour faire quoi? Est-ce que pour protéger seulement la confidentialité des données personnelles, ou il y a d'autres principes qu'il faut prendre en considération? Eh bien, la MPDP donc, nous demande de mettre en place les mesures techniques et organisationnelles pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, qui sont trois critères ou bien trois principes de base si on veut mettre en place donc, un système de management de la sécurité de l'information. Autre chose, si vous remarquez ici, donc, dans la dernière phrase de cette loi-là, ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié au regard des risques. Donc, comme si la loi ici, l'article 38, nous demande d'adopter une approche basée sur les risques pour mettre en place les différentes mesures techniques et organisationnelles. Donc, tout simplement, l'article 38 nous dit, voilà, vous avez des données à caractère personnel, il faut faire une appréciation des risques pour identifier les risques qui pourraient avoir un impact sur la confidentialité, ou bien sur l'intégrité, ou bien sur la disponibilité, sachant qu'il y a des scénarios de risque qui pourraient avoir un impact sur ces trois principes de sécurité. Et par la suite, bien sûr, il faut donc choisir les options de traitement des risques nécessaires, à savoir donc les mesures techniques et organisationnelles. Donc finalement, cet article-là demande qu'on doit adopter une approche basée sur les risques. Et ici, on a une réponse, c'est tout ce qu'on va faire pour être conforme à cette loi, on doit passer obligatoirement par une approche basée sur les risques. C'est-à-dire qu'on doit identifier quels sont les risques donc, pour lesquels donc, les traitements de données personnelles sont exposés. Une fois nous avons identifié les risques, il faut les évaluer et par la suite mettre le plan d'action nécessaire pour donc, soit réduire les risques, soit supprimer les risques, soit transférer les risques, et dans certains cas, il faut donc accepter les risques. Et cette démarche-là, c'est une démarche normative donc, qui est basée sur la norme ISO 27005, qui est elle-même donc inspirée de l'ISO 31000, qui gère donc les différents risques, donc indépendamment, sécurité, financier, et tout ça. Donc, maintenant, les actions qu'on va mettre en place, il faut toujours penser aux 4 catégories d'actions.
Donc, il y a des mesures qui sont d'ordre organisationnel, donc tout ce qui est, par exemple, des procédures à élaborer, des politiques à élaborer, des responsabilités à clarifier. Donc tout ça, des contrats, par exemple, à vérifier, les contrats conclus avec les fournisseurs. Tout ça, c'est pour les aspects organisationnels. Mais aussi, il y a l'aspect technologique, l'aspect technique, donc les solutions à mettre en place. S'il faut mettre un SIEM, s'il faut mettre un EDR, un XDR, tout ça, ce sont des solutions techniques qu'il faut étudier leur mise en place. Étudier leur mise en place à travers quoi? À travers l'appréciation du risque. Parce que chaque organisme a son contexte. Chaque organisme, il est exposé à, disons, des menaces donc, qui pourraient être spécifiques à lui. C'est vrai que la loi, telle qu'elle est écrite dans l'article 38, donc, elle exige de mettre en place les mesures techniques et organisationnelles. Mais de notre côté, on peut ajouter d'autres mesures, on doit prévoir d'autres mesures, telles que les mesures des personnes. Donc une erreur humaine pourrait avoir comme impact une divulgation des données personnelles. Donc il y a un axe de sensibilisation donc, et des procès de sensibilisation qu'il faut mettre en place pour protéger les données personnelles. À ne pas oublier aussi les mesures physiques. Donc là où il y a des données personnelles, donc il faut concevoir, il faut mettre en place les mécanismes qui permettent de protéger les accès physiques donc, à ces données-là. Et pour chaque contrôle, il faut toujours, il y a trois types de contrôles si vous voulez. Il y a des contrôles qui sont donc détectives, qui permettent de détecter le scénario de risque avant qu'il survienne. Et il y a d'autres qui sont préventifs, donc avant qu'il survienne, donc on le détecte. Et il y a aussi les mesures de type correctif, donc telles que par exemple les backups, les process de backup, les process de secours. Donc une fois qu'on a eu l'attaque, en ce moment, on va donc activer notre plan de secours informatique. Donc il faut toujours penser à ces trois aspects, les aspects détectifs, préventifs et correctifs. Maintenant, on veut implémenter un système de management de la sécurité spécialement pour les données personnelles. Et ce système-là, il va nous assurer, disons, dans le temps bien sûr, une sécurisation de nos données personnelles. Et la meilleure façon, c'est d'adopter une démarche normative basée sur le modèle PDCA, le Plan Do Check Act. Okay. Donc, dans le plan là, donc, on va identifier et élaborer notre cartographie de données personnelles et aussi un état du lieu pour identifier quelles sont les mesures existantes qui permettent de protéger nos données personnelles et quelles sont les défaillances. Okay? Parce que ces éléments-là, ils vont nous permettre d'identifier de manière objective par la suite les risques pour lesquels nous sommes exposés. Il y a aussi ici dans la phase plan, c'est l'élaboration de la politique de protection des données personnelles. Si elle existe déjà avant l'apparition de loi, il faut la revoir pour vérifier si elle est conforme à la loi 1807. Autre chose, c'est de penser à nommer un délégué de protection des données personnelles. C'est un poste. Bon, il y a beaucoup de discussions par rapport à ce sujet. Si par exemple le RSSI il peut jouer ce rôle-là, si la conformité qui doit assurer ce rôle-là, est-ce que le juridique qui doit assurer ce rôle-là. Idéalement, surtout pour les organismes de grande taille, il faut avoir un DPO dédié. Il faut avoir un DPO dédié. Si on prend le cas d'une banque, par exemple, idéalement, il faut avoir donc, un DPO dédié. Pourquoi un DPO dédié? Tout simplement parce que ce process-là qui vont être mis en place, ils vont durer dans le temps. C'est-à-dire, si par exemple l'année prochaine, on va mettre en place une nouvelle application, donc
c'est le DPO qui va coordonner les travaux d'identification des différentes données personnelles liées à cette application. Bien sûr, par la suite, il faut apprécier les risques donc, qui pèsent sur ces données-là. Par la suite, une fois nous avons le plan de traitement des risques, donc on va passer à la phase d'implémentation. Par la suite, le check, c'est pour contrôler si les process qu'on a mis en place pour sécuriser donc, nos données-là, ils fonctionnent correctement. Et bien sûr, s'il y a des défaillances, donc on doit donc, les corriger au niveau de la phase acte. Juste c'est par rapport à la famille ISO, donc il y a la norme ISO 27701 et non pas l'ISO 27001. C'est une norme qui a été publiée en 2019, mais elle repose dans ces articles sur la norme ISO 27001 et les ISO 27002. Okay. Donc cette norme-là, elle est composée de 8 clauses. Donc elle fait appel dans ces clauses, comme je viens de le dire, donc, sur la norme ISO 27001 et l'ISO 27002. Et aussi, elle ajoute les deux clauses 7 et 8, une par rapport, donc, qui sont applicables pour le responsable de traitement, et la clause 8, ce sont les recommandations qui sont applicables pour les sous-traitants qui traitent des données personnelles. Quels sont les avantages de la mise en place d'un système de management de la protection de la vie privée? Donc, tout d'abord, pour démontrer que l'organisation a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont énoncées dans l'article 38, identifier et atténuer les risques liés à la vie privée, augmentation de la confiance vis-à-vis des clients, éviter bien sûr les amendes et les sanctions donc, qui sont bien donc, énoncées dans la loi, et mettre en place donc, une culture de sensibilisation liée à la protection des données personnelles. Donc, quelle démarche on doit suivre? Tout simplement, on doit identifier qu'est-ce qu'on va protéger. Donc, idéalement, on doit identifier les données personnelles qu'on est en train de gérer. Par la suite, passer à une Privacy Impact Assessment, et analyse des risques. Par la suite, on a un plan d'action correctif qu'on va mettre en place, c'est la mise en conformité. Par la suite, il faut mettre en place, disons, un process pour la gestion des violations et des incidents liés à la protection des données personnelles. Et à la fin, il faut mettre tous les dispositifs nécessaires pour la surveillance continue donc, de l'application des différentes règles de sécurité. Il y a plein de mesures, il y a plein de mesures, que ce soit organisationnelles ou bien techniques. Voilà. Et supposons qu'on a mis tout ça, la question que se pose ici, est-ce qu'on est protégé? Monsieur Amin, est-ce qu'on est protégé? Voilà, ce n'est pas tellement une question auquel on peut répondre par un simple oui ou non, mais il est important avant tout de savoir que en fait, les lois, les normes, les standards, ils nous précisent le quoi faire, mais pas le comment. Et ça, c'est tout à fait normal. S'ils fassent ça, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. C'est que vu la diversification des technologies, la diversification des, disons, secteurs d'activité, les objectifs des systèmes d'information, les différents systèmes et applications qui existent, il est impossible de mettre un standard opérationnel unique à tout le monde. Ou même par secteur, ça reste toujours très difficile. Surtout que si on prend en considération les nouvelles menaces qui sont en train d'être, disons, qui attaquent les réseaux et qui apparaissent chaque jour. Donc on parle là des APT, des Advanced Persistent Threats. Ce sont des menaces, ou des acteurs de menaces, qui ont des ressources illimitées, majoritairement soutenues par des États. Et ça, ce n'est pas vraiment de la science-fiction, ça se passe dans tout le monde. Donc j'étais témoin d'un cas en Tunisie. D'accord? Donc en fait, un groupe qui est soutenu par l'État russe a attaqué une institution très importante en Tunisie. Donc ça existe, ça c'est en train de se réaliser. Il y a également les insiders, c'est les employés, disons, qui ont été rachetés
de nos jours, il y a des offres de travail, imaginez ça, des offres de travail qui offrent jusqu'à 10 000 $ de salaire pour les employés d'une banque, d'une usine ou d'une institution critique qui gère les données à caractère personnel, et je dis bien spécifiquement pour avoir les données à caractère personnel, donc juste pour lui donner l'accès à travers des outils banals qu'on utilise chaque jour, tels que Teams, tels que AnyDesk, n'importe quel outil. Donc l'important, c'est qu'ils donnent l'accès à ces pirates et ils seront payés 10 000 $ par mois. Donc il y a également les zero days, hein, les failles qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de patch, il n'y a pas de solution, on n'est même pas au courant. Donc vous pouvez, ce n'est pas le sujet de cette présentation aujourd'hui, mais vous pouvez chercher Kalea Act sur Google et vous comprenez pourquoi ces zero days existent toujours. Donc, comme preuve de ces attaques, on peut voir les différents breaches des données, c'est-à-dire des leaks, des données qui ont ressorti. Donc, il y a, ça c'est un groupe en fait sur Telegram qui est en train de vendre ses bases. Donc, on voit bien la possibilité d'acheter les données de clients d'une banque américaine. Il y a aussi une base offerte qui contient le numéro SSN des citoyens américains. Et ça se passe dans tout le monde, ce n'est pas que l'Amérique. En fait, un spécialiste de la sécurité au sein de la NASA a dit en 2016 que les entreprises sont composées de deux types. Les entreprises qui ont été attaquées et les entreprises qui vont être attaquées. Donc il faut protéger les données à caractère personnel. Après, en 2020, il a corrigé ses propos. Il a dit que les entreprises sont de deux types. Le premier, c'est les entreprises qui ont été attaquées et le savent. Et le second, c'est les entreprises qui ont été attaquées et ne le savent pas. Et ça, on a tendance à vous le montrer, Inch'Allah, demain, lorsque vous venez à notre centre. Donc, on va vous donner un accès, un scan sur vos données qui ont été leakées. Hein. Il suffit de donner le nom ou le mail et on va vous scanner les données qui ont été leakées demain à la centre d'Ava. Donc, je reviens également, il y a un détail. Il y a un détail très important, c'est que pourquoi les pirates, en fait, se focalisent sur les données à caractère personnel? En fait, parce que c'est monnayable. Parce qu'il y a des gens qui l'achètent, qui sont prêts à investir une fortune pour avoir les données à caractère personnel de certains pays ou de certaines entreprises. On vient bien dans la troisième image que les consommateurs, les plus grands consommateurs de ces bases, c'est l'USA et l'Inde. C'est eux qui achètent le plus ce genre de données parce qu'ils servent après ces données, soit dans des compagnies de phishing, soit dans des compagnies d'harcèlement, ou bien autres activités malicieuses. Donc, prenons un exemple réel, un exemple qui va plus vous faire comprendre c'est quoi le risque réel de ces opérations. Donc, dans le cadre de l'application des exigences émises par la loi, donc une société, par exemple, a, outre les exigences organisationnelles, doté son système d'information des mesures suivantes. Donc, cette société, elle est prête à investir. Hein. Donc, outre les dispositions organisationnelles, elle a mis en place des mécanismes de filtrage. On parle de firewall, on parle de WAF, donc tout ce qui est filtrage périmétrique, tout ce qui est filtrage applicatif et web, des solutions anti-malware, on parle d'antivirus, des solutions EDR, XDR, NDR. Donc on parle également de gestionnaires d'événements comme le SIEM, le SOAR, le Log Manager, des solutions de gestion d'accès. Et elle a 1000 paquets, hein, des PAM, des IAM, Single Sign-On, des solutions DLP pour prévenir le Data Leakage Prevention, donc tout ce qui est vol de données, où elle empêche les DLP, les solutions DLP de faire ressortir les données d'une façon illicite. Des solutions de stockage sécurisé qui vont crypter le contenu d'une façon automatique. Également la ségrégation réseau, ils ont séparé les serveurs et les applications selon la criticité. Des détecteurs d'intrusion, on parle de IDS, de IPS, de HITS, de Endpoint Protection, etc. Donc cette société a mis le paquet. Mais un beau jour, cette société s'est réveillée sur ce message sur tous les postes. Et on sait très bien que c'est normal, il y a des cas, même ici en Algérie, partout dans le monde, on se réveille un beau jour, on ouvre nos PC, on trouve ce genre de fichier qui nous informe que two things have happened to your company, donc deux choses qui sont passées dans votre compagnie, donc gigabyte of archived file was deemed vulnerable, donc ils ont pris les données valuable, qui ont une valeur ou sensitives, ont été downloadées, ont été téléchargées donc, dans un emplacement sécurisé appartenant à ces pirates. Ça, c'est la première. Donc, il y a eu déjà une brèche. Les données sensibles à valeur donc, ont été téléchargées vers une secure location appartenant à ces pirates. La deuxième information, c'est que
we have also encrypted files on your computer. So, ils ont crypté tous les fichiers sur les ordinateurs, les terminaux de cette entreprise. Donc, on est devant l'incapacité d'accéder à l'information, à la donnée, et également, il y a eu une violation. Donc, ils ont copié des données sensibles et à valeur dans leur serveur. Ils nous disent clairement, if we don't come to an agreement, si nous n'allons pas nous mettre d'accord, your data will be leaked on this website. Donc, ils vont publier les données qu'ils ont volées sur ce site. Donc, analysons les faits. Donc, automatiquement, le responsable, on a dit que toutes les mesures organisationnelles ont été faites. Donc, le responsable de l'analyse des données, donc, il va contacter la NPDP. Évidemment, une évaluation va être lancée. Donc, ils vont évaluer ce qu'il y a pour juger si les contrôles en place sont des contrôles appropriés ou pas. Donc, un responsable de traitement exactement a été nommé. Des contrôles techniques, on l'a vu, sont déjà en place. Les outils en place ont détecté plusieurs tentatives d'attaque qui ont été bloquées. Ces tentatives précèdent l'attaque qui a eu lieu. Donc, il y a eu des traces qui précèdent l'attaque. Les tentatives, en tout cas, qui ont été bloquées, ont été documentées et les sources d'adresse vulnérabilité ont été bloquées en conséquence. Normalement, on peut dire que c'est bon, ils ont essayé quand même de mettre les contrôles nécessaires, les contrôles appropriés. Mais en fait, dans ce cas, il faut poser deux questions. Donc, pourquoi cette attaque a passé outre les contrôles qu'on a mis en place? Il y a une erreur quelque part. Et comment faire pour corriger l'origine de la cause? Comment faire pour que cela ne se reproduira plus? Donc, si on répond à la première question, pourquoi cette attaque a passé outre les contrôles, eh bien c'est simple. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution miracle qui va bloquer toutes les attaques et qui va reconnaître absolument tout. Donc, il y a les vulnérabilités inconnues. Je vous rappelle, si vous cherchez Kalia Act sur Google, vous allez voir combien il y a de vulnérabilités. En fait, c'est une imposition de créer des backdoors dans les solutions. Les erreurs humaines, oui, ça arrive. Les attaques avancées, on parle de Advanced Persistent Threat. La négligence parfois, ils s'en foutent. L'utilisation de technologies non sécurisées, parfois anciennes, des firewalls qui datent de 10 ans, des switches qui datent de 10 ans et n'ont pas été changés. Et la complexité. En fait, aussi, utiliser beaucoup de solutions de sécurité, ça rend leur gestion vraiment ultra complexe. Vraiment ultra complexe. C'est très difficile de gérer une armada de solutions de sécurité. Donc, pour corriger cette erreur ou pour corriger l'origine de la cause, donc, il faut axer sur des services opérationnels nouvelles. On parle de surveillance et analyse, surveillance continue. On parle d'investigation en cas d'incident. Et on dit bien investigation, non pas gestion d'incident. L'investigation vise à déterminer la cause, la gestion d'incident vise à faire refonctionner, malgré l'incident, le process cible. On doit aussi implémenter le renseignement sur les menaces. Je n'attends pas que l'attaque soit réalisée pour réagir. Non, non, je vais me renseigner sur les menaces. Qu'est-ce qu'il y a de menaces? Nouvelles menaces, techniques, nouvelles techniques. Les chasses aux menaces, le fait que j'ai un SIEM et j'ai un antivirus et j'ai une multitude d'outils qui, pendant une semaine, n'affichent rien, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, c'est-à-dire que j'ai perdu en visibilité. Donc, il faut aller à la chasse de ces menaces nouvelles qui ne sont pas détectées par les moyens de sécurité usuels. Donc, il faut instaurer un suivi permanent. Il faut également avoir une visibilité complète. Ça ne sert à rien de mettre un SIEM sur quelques serveurs et non pas sur les autres. Parce que si les autres serveurs sont attaqués, je ne vais rien voir. Donc, et également assurer une équipe capable, qui a les compétences nécessaires pour faire une réaction en temps opportun. Donc, ça revient à mettre en place ce qu'on appelle le centre de la sécurité opérationnelle, qui travaille sur 3 axes. Donc, prévenir et évaluer, suivre, détecter et répondre, et également protéger. Ça veut dire que ces services opérationnels doivent être instaurés dans l'entreprise afin de protéger les données à caractère personnel. On parle de gestion de vulnérabilité, et quand on dit gestion de vulnérabilité, ce n'est pas le fait d'utiliser un scanner pour déterminer les vulnérabilités. C'est plutôt le fait de déterminer la vulnérabilité, l'impact potentiel de cette vulnérabilité, la priorisation des vulnérabilités qu'on a recensées, et surtout
la procédure opérationnelle de correction de cette vulnérabilité qui inclut également le test de ces patchs. La gestion de la conformité également, quelle que soit la conformité des équipements, parce qu'il y a des standards opérationnels qui servent à, on dit, entre guillemets, endurcir ou hardening des machines et des systèmes. Quand on parle de Linux, de Windows, etc., il y a par exemple le référentiel CIS. Quand on parle de système de sécurité, il y a également le CITIC, le référentiel CITIC. Donc il y a beaucoup de référentiels opérationnels pour endurcir les systèmes, pour les améliorer, pour les rendre résistantes face aux attaques et protège mieux les données. Également, la gestion de conformité, elle couvre également la gestion de la conformité normative par rapport aux politiques, par rapport aux lois, par rapport aux standards que l'entreprise adopte. Également, les scans externes, c'est un processus qui doit être implémenté, qui va permettre de déterminer les vecteurs d'attaque auxquels est exposée l'entreprise. Donc, ça doit être réalisé chaque 3 mois, par exemple, ou chaque 4 mois. L'objectif, c'est de recenser les protocoles ou les ports ouverts, les vecteurs d'attaque qui sont exposés de l'entreprise. Il y a également la veille qui sert à déterminer, à suivre les nouvelles failles qui sont apparentes et à faire un rapprochement pour voir si ce genre de faille existe ou pas dans notre réseau. Le deuxième volet, c'est le suivi, la détection et la réponse. Donc, on parle de monitoring 24 heures sur 7. Ça veut dire que le suivi il doit être continu. Si j'ai un SIEM qui affiche une alerte vers 8 heures du soir ou 9 heures du soir, donc, si je ne réagis pas, je n'ai pas besoin vraiment de ce SIEM. Donc, la surveillance doit être en continu. Également, la détection d'intrusion, la capacité à avoir des gens capables de répondre aux incidents, le threat intelligence, c'est-à-dire que je vais chercher l'information sur les menaces, je vais voir s'il y a des attaques, nouvelles groupes, quelles techniques ils utilisent, etc. et me préparer avant que l'attaque soit réalisée. L'anti-phishing, exactement, puisque le phishing, c'est l'élément le plus utilisé maintenant pour prendre l'accès sur vos données, et le monitoring également des sites web, des réseaux sociaux, etc., pour détecter les campagnes d'attaque. Pour le volet protection, il y a la gestion des dispositifs de sécurité et la gestion des logs pour avoir une certaine traçabilité quand même. Lorsqu'un incident occure, donc on n'a pas le choix, donc au moins on a la main sur les journaux pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc tout ça, vous allez me dire, c'est la dernière. Tout ça, vous allez me dire, encore une fois, beaucoup d'investissements. En fait, non. Investir dans la sécurité opérationnelle, il va vous permettre d'optimiser l'investissement en solutions de sécurité, parce que vous savez, les commerciants vont vous bombarder. Achetez cette solution, cette solution, cette solution. Vous allez vous trouver avec plusieurs solutions de sécurité, alors que si vous avez le centre de sécurité opérationnelle, il va vous conseiller exactement quelle solution il faut prendre, quel dimensionnement vous avez besoin réellement pour acheter de ces solutions, et également quelles sont les solutions que vous devez garder, les solutions que vous ne devez plus les utiliser afin de simplifier l'utilisation, primo, et la visibilité des menaces sur votre réseau. Donc, il permet également de détecter les brèches et réagir en temps opportun, avoir un contrôle continu évaluant la conformité par rapport aux politiques, standards et règles, étudier les menaces et se préparer avant l'occurrence d'un incident, assurer le respect des standards, assurer une assurance raisonnable, surtout pour le board, quant à la maturité de vos contrôles. Là, vous pouvez dire à la NPDV, voilà, j'ai tout fait. J'ai la visibilité, je suis en train d'essayer de trouver des solutions avant que cela n'arrive à moi. Et vous avez l'assurance raisonnable que votre système d'information est sécurisé et vous protégez correctement vos données à caractère personnel. Donc, je vous remercie et Inch'Allah, demain, rendez-vous au centre A20 donc, pour avoir le scan de vos données à caractère personnel.